19h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 4 mai. Rencontre régulière du président algérien avec les journalistes. Abdelmajid Tebboune a abordé différents dossiers, dont la question de la Syrie, des classifications des ONG sur la liberté d'expression, mais aussi du développement de la presse algérienne. À la une également, quelques heures à peine après le cauchemar vécu par Gaza, une nouvelle incursion des forces sionistes à Naplouse fait au moins 4 martyrs palestiniens. Catastrophe naturelle au Rwanda, les pluies diluviennes et les inondations font au moins 130 morts. Et puis, guerre d'influence, le Sénat américain élabore un nouveau plan pour contrer les avancées et l'influence de Pékin. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré que la position de l'Algérie sur la Syrie n'avait pas changé, soulignant l'impossibilité d'isoler Damas de son environnement arabe en tant que membre fondateur de la Ligue des États arabes. Au cours de sa rencontre régulière avec la presse algérienne, Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'élan de solidarité de l'Algérie avec le peuple syrien était né du cœur et ne reflétait pas de calcul politique. ابدا ما تغيرنا بالنسبه لسوريا وسوريا عمرها ما تغيرت بالنسبه لنا. احنا الشيء اللي نقوم به على اساس ان سوريا عضو مؤسس للجامعه العربيه. تعزلها ولا ما تعزلهاش ما تنحي لهاش الحقوق تاعها، ما تقدرش تمحيها. احنا ما غيرنا والو، احنا كما كان امس واليوم. الهبه اللي هبت الجزائر لمساعده شقيق مضرب الزلزال كانت هبه يعني من القلب، ما فيها لا حسابات سياسيه ولا. الباقي فيه نظام دولي فارض نفسه على الضعيف قبل القوي. نتمنى ان شاء الله باش الامور تتغير، باش الرؤيه العربيه تعاود تتغير، وهذا التشرذم اللي رانا فيه اليوم يعاود يرجع قوه ويرجع نظام عربي. احنا قلناها مرارا وقلتها في ايام اجتماع الجامعه العربيه، من المفروض نأمن احنا اول من يأمن بقوتنا. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs reçu ce jeudi le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Jacob Mudenda, en la présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, et du directeur du bureau du président de la République, Nadir Al-Arbaoui. À cette occasion, Abdelmajid Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie au peuple zimbabwéen. Les deux parties ont également souligné la nécessité d'améliorer les relations politiques et le partenariat économique entre les deux pays. My meeting with His Excellency the President of the Republic of Algeria. Lors de ma rencontre avec son Excellence le Président de la République, Monsieur le Président m'a assuré de son soutien au peuple du Zimbabwe. Il a également souligné la nécessité d'élever le niveau de nos bonnes relations politiques ainsi que du partenariat économique. Monsieur le Président m'a également assuré que l'Algérie est prête à travailler avec la République du Zimbabwe, notamment dans les secteurs de l'éducation et de l'économie. Il m'a apporté un message au président du Zimbabwe. Le président a délégué le ministre de l'Énergie et des Mines pour effectuer une visite de travail au Zimbabwe afin de développer le secteur de l'énergie et de coopérer dans ce domaine. Et on reviendra dans nos prochaines éditions sur cet entretien. Diplomatie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi la ministre libyenne des Affaires étrangères, Nejla El Mengouche, au siège de la présidence. Pour rappel, Nejla El Mengouche s'est également entretenu avec son homologue algérien Ahmed Attaf. Les deux parties ont abordé les dossiers relatifs à l'ouverture de 2 points de passage frontaliers, ainsi que le transport terrestre, maritime et aérien, les investissements communs et la gestion des eaux souterraines. Coopération bilatérale Algérie-Libye. Je vous le disais tout à l'heure, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi son homologue libyenne, Nejla El Mengouche, pour une visite d'amitié et de travail.
Plusieurs gros dossiers d'intérêt commun et régionaux sont au menu des discussions. Imen Merad. Après Tunis, c'est à Alger que la ministre libyenne des Affaires étrangères Nejla El-Mengouche s'est rendue mercredi pour une visite de travail de 2 jours. Accompagnée d'une importante délégation, la chef de la diplomatie libyenne s'est entretenue ce jeudi avec son homologue Ahmed Attaf à l'occasion d'une séance de travail afin de faire le tour sur les questions d'intérêt commun et les perspectives de renforcement des relations et de la coopération bilatérale. La visite de Nejla El-Mengouche intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, accentué par la crise au Soudan. D'ailleurs, ce dossier n'a pas manqué d'être au cœur des discussions. Les 2 diplomates ont exprimé la volonté de leur pays de parvenir à une solution pacifique. À noter que la Libye partage une frontière de 381 km avec le Soudan. Outre le Soudan, la cause sahraoui a également été au menu. Naturellement, le dossier libyen s'est également tiré la part du lion de ces entretiens. Le pays se trouve actuellement à la croisée des chemins et les efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies Abdoulaye Bathily se concentrent en faveur de la tenue d'un scrutin général et en finir avec l'imbroglio institutionnel qui mine le pays depuis plusieurs mois. Ahmed Attaf, à cette occasion, a renouvelé l'intérêt de l'Algérie pour une sortie de crise libo-libyenne pacifique à travers les urnes. Sans transition, les territoires occupés de la Palestine connaissent une nouvelle escalade. Après les frappes sur Reza, les forces d'occupation ont mené une campagne d'incursion dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée, ôtant la vie à 4 Palestiniens. Le point sur la situation avec Naïla Hamouda. Il ne se passe pas un jour sans que des Palestiniens ne tombent en martyrs. La barbarie sioniste a encore une nouvelle fois endeuillé des familles palestiniennes. 4 personnes ont été lâchement assassinées et plusieurs autres blessées sous les balles des forces d'occupation sionistes à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Tous les martyrs sont nos enfants, ce sont des militants, ils défendent l'honneur de leur pays, la Palestine. C'est leur destin, Dieu merci, ces martyrs sont la dignité de ce pays. 2 des 4 martyrs n'ont pas encore pu être identifiés vu l'intensité des tirs, car c'est leurs visages qui ont été ciblés par l'armée sioniste. La horde sauvage a pris d'assaut la vieille ville de Naplouse et s'est infiltrée dans le quartier de Yasmina et prenant pour cible une des habitations. Plusieurs missiles ont été tirés. Dans ce chaos qui régnait, le personnel médical a été empêché d'atteindre la zone assiégée. Selon Ahmed Djibril, le directeur des ambulances et des urgences du Croissant Rouge palestinien à Naplouse, 166 civils ont été blessés et plus de 152 autres asphyxiés au gaz lacrymogène, dont des écoliers soignés sur place. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Mohamed Chtiya, le premier ministre palestinien, a dénoncé l'agression contre Naplouse et a exigé que l'entité sioniste soit tenue responsable de ces crimes. De son côté, la présidence palestinienne a condamné la poursuite des massacres barbares de l'occupation. Nabil Abou Roudaïna, le porte-parole de la présidence, a averti que la poursuite de l'escalade sioniste contre le peuple palestinien, sa terre et son caractère sacré ferait exploser la situation dans la région et la pousserait à un stade difficile à contrôler. Pour rappel, Gaza a également vécu l'enfer durant les dernières 48 heures à la suite d'un nouveau raid sioniste. Les forces d'occupation s'amusent et prennent un malin plaisir à tuer des civils palestiniens et à terroriser la population. Rien ni personne ne semble les arrêter, même pas les appels incessants de la communauté internationale. Et on ouvre le dossier soudanais. 3 semaines après le début de la guerre, une nouvelle trêve vole en éclats. Les affrontements violents entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide se poursuivent, mettant en péril les opérations d'acheminement des aides humanitaires au profit des citoyens démunis et livrés à eux-mêmes. Souhila Kelal. Sous les bruits des bombardements et des explosions, le Soudan s'est réveillé pour le 20e jour consécutif dans le chaos de la guerre. Le ciel de Khartoum, toujours obscurci par un panache de fumée noire, alors que les affrontements acharnés se poursuivent, malgré l'annonce d'un accord de principe pour prolonger jusqu'au 11 mai la trêve en vigueur dans le pays. L'ONU a été prise par surprise par le conflit au Soudan, dans la mesure où nous et beaucoup d'autres ne nous attendions pas à ce que cela se produise. Nous pouvons dire que nous n'avons pas réussi à éviter la guerre.
Selon le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths, à l'arrivée des premières cargaisons d'aide humanitaire au Soudan, 6 camions ont été pillés mercredi alors qu'ils étaient en route vers le Darfour. Il a d'ailleurs demandé des garanties pour pouvoir assurer cette mission humanitaire. Nous devons être très clairs sur les engagements pris pour assurer la sécurité de la distribution des approvisionnements. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée régulière soudanaise et les forces de soutien rapide a fait au moins 550 morts et plus de 5000 blessés. L'ONU, de son côté, estime le nombre de déplacés à plus de 335 000 personnes. Une situation humanitaire qui risque de connaître son apogée si les combats se poursuivent à ce rythme. 20 jours se sont donc écoulés depuis le début des combats. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les deux parties belligérantes à s'engager sur la voie de la réconciliation. Le chef de l'ONU estime que le monde avait échoué à empêcher la guerre entre ces deux généraux qui déchirent le Soudan. L'Organisation des Nations Unies veut désormais des garanties pour acheminer l'aide humanitaire au milieu des combats. L'aide doit être autorisée à entrer au Soudan et nous avons besoin d'un accès sûr et immédiat pour pouvoir la distribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés. Et les travailleurs humanitaires et leurs biens doivent être respectés. J'appelle la communauté internationale à soutenir le peuple soudanais dans sa quête de paix et de retour à la transition démocratique. Et puis le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, s'est entretenu à son arrivée au Soudan avec le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, ainsi que des dirigeants de la société civile. Martin Griffiths a mis l'accent lors de cet entretien sur l'importance de garanties solides concernant la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires à Khartoum. Mise à jour concernant les inondations au Rwanda, le bilan du nombre de victimes s'est alourdi. Au moins 130 personnes ont trouvé la mort dans les provinces de l'ouest, du nord et du sud du pays. La pluie a causé le débordement d'une rivière, mais aussi des glissements de terrain car le sol était déjà détrempé par les pluies des jours précédents. Le flou persiste toujours au lendemain de l'attaque de 2 drones ciblant le Kremlin. Et les réactions internationales s'enchaînent. La Russie, qui se réserve le droit à la riposte, dénonce une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président, tandis que l'Ukraine dément toute implication. De son côté, la communauté européenne exhorte Moscou à ne pas utiliser l'incident comme prétexte d'escalade au conflit. Amin Tota. Au lendemain de l'attaque de drones sur le Kremlin à Moscou, la situation sur le terrain et sur le flanc diplomatique ne semble pas s'apaiser. La partie russe pointe du doigt Kiev et l'accuse d'être l'auteur des faits. Des allégations démenties par la partie ukrainienne à un moment où Volodymyr Zelensky s'est rendu à la Cour pénale internationale La Haye aux Pays-Bas. Lors de son allocution, le président ukrainien a réclamé la création d'un tribunal spécial pour les crimes d'agression et une justice à grande échelle. Of course, we all want to see different Vladimir. Bien sûr, nous voulons tous voir un Vladimir différemment ici à La Haye, celui qui mérite d'être jugé pour les actes criminels ici, dans la capitale du droit international. Sur le terrain des combats, la crainte d'une aggravation du conflit pèse sur la communauté internationale. Dans le vieux continent, le coordinateur de la politique étrangère au sein de l'Union européenne, Josep Borrell, appelle Moscou à ne pas transformer l'attaque en une poudrière pour intensifier le conflit en cours. Sur le terrain, la défense russe a déclaré que les pertes des forces ukrainiennes sur l'axe d'Atrimovsk, à l'est du pays, s'élevaient à plus de 200 soldats en une journée, en plus d'une trentaine de soldats dans la région de Kherson. Et parmi les nombreuses réactions de responsables politiques à la suite de cet événement, celle du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ce dernier estime que le retrait des troupes russes est la seule solution pour la fin du conflit militaire.
La plus importante que nous devons continuer à faire est de soutenir l'Ukraine militairement, politiquement et économiquement. Et la meilleure solution pour la guerre, la seule solution pour la guerre, est que la Russie arrête l'attaque et retire ses troupes d'Ukraine. Guerre d'influence, le Sénat américain se penche sur une stratégie visant à contrecarrer l'influence chinoise grandissante, une initiative bipartisane dans le but de protéger la domination américaine face aux enjeux et aux défis que comporte le XXIe siècle. Safwan Limad Sabri. Le China Competition Bill 2.0, dernière initiative en date du Sénat américain pour contrer l'influence inexorablement croissante de Pékin sur la scène mondiale. Depuis le Sénat, Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate, lance un appel à un sursaut patriotique dans le but de maintenir les États-Unis au rang de première puissance mondiale. Chuck Schumer a présenté un plan en 5 points comprenant des limitations d'exportation de technologies américaines vers la Chine qui voleraient les innovations américaines selon le sénateur. Les hautes technologies et les recherches en matière d'intelligence artificielle sont au cœur du projet. La question est cependant plus vaste. Il s'agit pour Washington de défendre sa domination économique et géopolitique à l'aube du XXIe siècle. Le gouvernement chinois ne se fixe pas de limites dans sa quête de domination du XXIe siècle. Et si nous, Américains, nous reposons sur nos lauriers, si nous laissons le Parti communiste chinois nous battre, cela aura de graves conséquences. Le sénateur ajoute « Le gouvernement chinois œuvre tous les jours pour rattraper et dépasser les États-Unis ». Le projet s'inscrit dans le sillage de la politique de Joe Biden qui a octroyé l'année dernière plus de 170 milliards de dollars pour stimuler la recherche scientifique américaine. Le plan du Sénat comportera aussi des propositions visant à dissuader la Chine de contrôler Taïwan, point névralgique des relations sino-américaines. Un vent d'inquiétude semble s'emparer de la classe politique américaine, tous bords confondus. En effet, l'initiative a la particularité d'être bipartisane. Malgré les dissensions internes entre démocrates et républicains, tous s'accordent à resserrer les rangs face à la menace existentielle venue de l'Est. À l'apogée de l'Union soviétique, le produit intérieur brut de l'URSS n'atteignait guère plus de 40% du PIB américain, alors que celui de la Chine frôle désormais celui des États-Unis. Et on passe au sport, football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Cameroun est entré ce jeudi dans la compétition et a affronté pour le compte du groupe C le Mali au stade du 19 mai 1945 de Annaba. À la 86e minute, le Malien Mahmoud Barry a ouvert le score. Quelques minutes après, le Mali enchaîne avec un deuxième but. Et hier, l'Afrique du Sud s'est imposée face à la Zambie avec 3-2. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur A24 News. Au revoir.